Bonjour ou rebonjour à celles et ceux qui étaient avec nous en première partie. Bienvenue à la réunion de Chantier de France. Je suis Jean-Noël Onfield, rédacteur en chef de Chantier de France, et j'ai le plaisir d'animer cette deuxième table ronde ce matin. Nous avons vu en première partie les défis auxquels les directeurs matériels étaient confrontés. Certes, ils sont des leviers d'action, mais la tâche s'annonce difficile. Nous allons maintenant aborder un autre volet de cette décarbonation des parcs de matériel. Les enjeux sont effectivement majeurs pour les entreprises de travaux publics. Ils sont à la fois techniques, économiques, mais également sociaux, voire sociétaux. Comment négocier la transition énergétique dans une entreprise, un groupe ou une PME? En agissant sur quel ressort? Comment identifier les innovations les plus pertinentes pour y parvenir? Pour éclairer le débat, nos invités de cette deuxième table ronde, Franck Le Guillou, directeur des achats Monde du groupe Colas, Alain Bertoni, président de la jeune société STA, mais également président de la commission énergie nouvelle, motorisation nouvelle à la FNTP, et David Hortan, directeur de la maintenance du groupe Cheval. Avec nous ce matin, pas sur le plateau, mais en direct, Jean-Marie Lessard. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Franck Le Guillou, le groupe Colas, on ne va pas le présenter, je pense que tout le monde dans la profession le connaît. Quand on parle de décarbonation à l'échelle d'un groupe comme Colas, qu'est-ce que cela signifie? Alors écoutez, qu'est-ce que cela signifie? C'est d'abord la volonté du groupe Bouygues de partir avec tous ses métiers dans cette décarbonation. Et évidemment, une des principales activités dans le groupe, c'est l'activité routière que Colas représente, avec comme effigie un moins 30% en 2030, c'est-à-dire que depuis maintenant 2019-2020, on s'est donné comme ambition de réduire de 30% toutes nos émissions carbone, aussi bien sur le scope 1, 2, 3, je pense qu'on en reparlera, donc sous une dizaine d'années. Donc on est parti, j'allais dire, avec grand intérêt déjà dans la comptabilité de ces consommations pour ajuster évidemment les chiffres donnés initialement. Et puis maintenant on est vraiment dans des plans d'action, on est en 2023, donc à J+3 ans, et il y a une kyrielle de plans d'action qui sont faits sur la totalité des scopes et dans la totalité des pays au niveau de place. Et donc avec cette partie industrielle qui est lourde et qui est très émissive, une partie matérielle qui l'est évidemment beaucoup moins, on est là dans le cas de figure le plus complexe à résoudre. Et effectivement, parce qu'on s'est d'abord attaqué, comme je pense beaucoup de nos confrères, voire d'autres grands groupes industriels sur le scope 1 et 2, sans dire que c'est facile, mais c'est quelque chose oui, qui est, on va dire, touchable de manière assez évidente. Après, le scope 3, c'est entre les matériels, la consommation, et puis surtout la partie sous-traitance aussi, qui est une partie qui n'est pas, j'allais dire, anodine, et qu'il faut prendre aussi en compte dans nos émissions. Oui, c'est un challenge bien plus complet et bien plus complexe. Donc voilà, c'est un travail de fond que l'on mène avec ces sous-traitants, mais aussi les grands fournisseurs de la planète. Vous nous expliquez votre vision de la direction des achats que Oui, vous voulez donner, effectivement, comment vous pouvez contribuer à cet objectif. Alain Bertoni, on vous connaît également pour un passé professionnel riche dans la profession. Vous volez de vos propres ailes depuis quelque temps. Comment, à l'échelle d'une société comme STA, vous appréhendez cet enjeu de décarbonation que vous aviez déjà approché dans votre passé professionnel? On l'aborde positivement, hein. Déjà parce que nos clients nous challengent à ce niveau-là. Il faut savoir que nos clients sont des industries cimentières, chimiques, etc., qui sont sous les feux des projecteurs en ce moment pour tout ce qui est décarbonation. Et donc, ils nous ont demandé de trouver des solutions à court terme et à long terme. Donc, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et c'est eux qui vous emmènent dans cette démarche? C'est eux qui nous emmènent, et le fait aussi que nous soyons dans des régions où nous sommes proches de ZFE, nous sommes proches aussi de couloirs style le Mont Blanc ou la Maurienne, où la pollution n'est plus aujourd'hui quelque chose, je dirais, d'anecdotique. Et donc, tout le monde est conscient, y compris notre personnel, qu'il faut vraiment aller vers l'amélioration et trouver des solutions. Jean-Marie Lessard, dans un groupe
tel que le vôtre, qui est diversifié. Comment vous appréhendez cette question de décarbonation? Nous, c'est un petit, je vais pas reprendre ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, ce qui se passe, nous, dans notre entreprise, c'est quelque chose qu'on a déjà pris en compte déjà il y a un bon nombre d'années. Depuis 5 ans, on a mis en place tout ce qui est le système de scope, hein, comme on parlait tout à l'heure, scope 1, scope 2, scope 3, en fonction des industries, en fonction des métiers un petit peu, parce que c'est pas toujours très facile d'arriver à tous les niveaux pour tout bien mesurer. Mais bon, aujourd'hui, on peut dire déjà depuis 4 ans, de tout ce qu'on mesure, c'est qu'on a baissé déjà une bonne trentaine de pourcents, on va dire, tout l'impact carbone sur l'ensemble de nos métiers à unité de production constante, parce que bon, voilà, il y a des évolutions, donc il faut ramener ça aux unités à toujours la même base d'unité, le même diviseur. Et aujourd'hui, on peut dire déjà, nous, en 4 ans, on a déjà fait une avancée de plus de 30% de ce côté, et on a encore des sources d'amélioration à travers nos investissements qu'on vient de faire entre l'année dernière et cette année, qu'on n'a pas encore tout mesuré. Et l'année prochaine, voilà, on devrait encore pouvoir continuer à améliorer nettement sur les 2 ou 3 prochaines années, sur du très court terme. Très bien. David Hortan, le groupe Cheval est une entreprise à mission. Qu'est-ce que cela signifie et en quoi ça peut contribuer à la question que nous débat aujourd'hui? Oui, alors nous, on est devenu entreprise à mission, ça fait déjà un petit moment. C'était au mois de décembre 2020, oui. Donc ça va faire 3 ans au mois de décembre, là. On a pris cet engagement, donc on était un petit peu, pas un petit peu, mais on était les précurseurs parce qu'on était la première entreprise à mission de France dans le milieu du BTP et du recyclage, je crois d'ailleurs. C'était des engagements, c'est des engagements forts. Après, c'était mettre sur le papier, j'ai envie de dire, ce qu'on faisait déjà, ça n'a pas été une révolution dans l'entreprise, mais par contre, c'est des engagements forts qu'on a pris. On a pris une cinquantaine d'actions qu'on a mises sur papier et qu'on se doit de mener à terme. Donc, c'est des actions sur le social, sur l'environnemental et sur le territoire. Donc là, ça fait 3 ans, on a un comité qui nous suit et qui regarde qu'on mène à bien nos actions qu'on s'est engagées. Aujourd'hui, sur l'environnement, voilà, bien sûr qu'on regarde pour décarboner au maximum notre flotte. Nous, on a fait, il y a 3 parties. On a la partie travaux publics avec les engins, la partie matériel roulant et la partie industrie, parce qu'on a aussi des centrales d'enrobés, des centrales à béton. Donc, on regarde ces 3 parties qui sont quand même bien différentes. Et pour ces 3 parties, vous avez des objectifs? Oui, on s'est donné des objectifs. Un objectif chiffré, ça a été en 2020, quand on s'est engagé. On s'est engagé pour, en 2026, passer la moitié, 50% de notre flotte roulante aux énergies alternatives. Donc 2026, aujourd'hui on est en 2024, bientôt, c'est presque demain. Donc on a mis des choses fortes parce que on a regardé un petit peu l'électrique. C'est encore pas très développé. Pour les camions, c'est compliqué. Du coup, on a identifié clairement que pour nous, c'était le GNV qui marchait le mieux, le gaz naturel vert. Il n'y avait pas trop de stations autour. On est basé à Valence, on fait toute la vallée du Rhône, il n'y avait pas trop de stations. Du coup, on a pris comme engagement, on a créé une société. On a mis en place, donc on s'est associé avec un autocariste, un transporteur, puis des acteurs locaux. On a mis en place des stations de distribution de gaz aujourd'hui. Donc il y en a 3 qui sont en place sur une centaine de kilomètres. On viendra sur les initiatives que vous pouvez prendre. Franck, oui. Le groupe Colas est de taille mondiale évidemment, présent dans différentes géographies. Ces sujets-là doivent être pilotés en centrale, mais tout l'intérêt et tout l'enjeu, c'est de pouvoir les décliner localement en fonction des cultures, des habitudes et de la présence du groupe dans différents pays. Comment vous harmonisez cette action ? Écoutez, je pense qu'on est parti de loin, puisque moi, voilà, je représente la fonction achat et je crois la réussite de tout groupe désormais à un niveau mondial, c'est qu'on puisse vraiment connecter cette fonction achat avec la fonction équipement. Et je crois que l'un des premiers challenges qu'on a eu chez Colas, c'est que cette connexion se passe bien. Pourquoi ? Pour répondre à votre question, c'est que il faut que l'on harmonise évidemment nos pratiques, nos spécifications techniques, que derrière nous, les achats, on puisse les proposer au marché, aux fournisseurs. Et de cette manière-là, ça nous permet, comme l'appel d'offres actuellement mondial que l'on mène, d'être un peu
à l'unisson, de manière univoque côté Colas au niveau du marché fournisseur. Donc du coup, ça nous permet, si on a des réponses, on va dire harmonisées côté fournisseur, de pouvoir les déployer bien plus facilement après sur les territoires. Évidemment, ces prescriptions et cette partie technique est elle aussi harmonisée. Et donc c'est le challenge aussi de notre fonction matérielle d'harmoniser les cahiers des charges à un niveau mondial. Voilà. Et c'est une nouvelle approche de cette fonction achat dans un groupe comme celui de Ah oui, Colas. clairement. Je pense qu'au-delà de Colas, d'ailleurs, je pense que notre fonction achat évolue grandement. C'est vrai que en quelques années, mais quand je dis quelques années, ça fait moins de 5 ans, la fonction achat et le fameux mythe de coût, délai, qualité, où soi-disant les achats vont que sur le prix, dont acte. On en assume évidemment peut-être cette évidence depuis 2 ans, mais je pense un maximum, parce que je côtoie aussi bon nombre de directeurs achats au-delà de la partie BTP. Vraiment quelque chose que l'on inculque de plus en plus à nos acheteurs, c'est cette relation, on va dire, prix-index carbone. Il y a plus, je crois, beaucoup d'appels d'offres, alors à peu près certains en France et de moins en moins dans le monde, qui partent sans une demande, bien sûr, tarifaire pour la partie appel d'offres, mais également au niveau d'une indication de l'index carbone. Et donc ça fait changer grandement les mentalités de nos acheteurs. Ça les oblige, ça nous oblige, fonction achat, à aller questionner les fournisseurs, à aller les challenger aussi sur ces sujets-là. Et donc, quelque part, c'est un co-challenge que certaines entreprises acceptent, d'autres un peu moins, mais ça va se décliner de plus en plus avec le temps. Voilà. Ce qui veut dire que les éléments du discours ont évolué. Est-ce que certains arrivent encore avec des prix très attractifs pour l'emporter? Est-ce que d'autres ont compris qu'il fallait changer le discours et apportent les réponses que vous attendez, notamment sur les objectifs et les enjeux de la décarbonation? Comment ça se passe? Alors ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire, peut-être un fournisseur qui voudrait faire un peu du dumping pour contrer ces mauvais positionnements de matériel en termes de carbone, celui-là ne passerait plus. Parce que justement sur la partie, on va dire CAPEX, investissement, clairement ce côté un peu bicéphale, maintenant prix et coût index carbone, est pris en compte. Et à la fin, lorsque l'on présente les résultats de notre appel d'offres, par exemple l'appel d'offres mondial dont je vous parlais, on le présente à notre présidence, et évidemment les scénarios que l'on peut faire ne sont pas du tout à l'avantage des prix, comme vous me questionnez. Mais vraiment c'est un mix, et ce mix évidemment on essaye de prioriser de plus en plus ces aspects carbone, tout en évidemment regardant les coûts. Pour situer les enjeux, oui. L'appel d'offres mondial de Colas, on est à quel niveau d'investissement? Alors, écoutez, sur la partie roulante, monsieur parlait de la partie fixe, de la partie usine. Sur la partie roulante, c'est selon les années, évidemment, et selon les besoins, entre 100 et 200 millions d'euros. D'accord. Ouais. Alain, quand ce sont vos clients qui vous donnent quasiment les termes des conditions pour travailler avec eux, c'est plus facile? C'est pas plus facile, mais je dirais que c'est cadré, c'est clair. L'objectif, c'est d'aller vers les objectifs qu'ils se sont fixés, ou que, je dirais, les régions ou la géographie fixe aux entreprises. Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous collaborez vous sollicitent aussi pour aller au-delà de ce qu'elles vous proposent? Oui. Ce qu'on a fait, c'est la première opération, c'est-à-dire comment pouvait-on faire dans un espace-temps réduit pour répondre à une première demande. Donc on l'a fait en privilégiant l'utilisation d'HVO sur tous nos véhicules. Maintenant, on est en train d'avancer, on est en train de regarder sur des machines électriques. Alors, 2 types de machines. Des machines filaires pour les draglines, puisque là, on peut les alimenter par un câble, et des machines électriques à batterie pour une petite gamme de matériel, puisque nous, on a quand même des matériels qui sont lourds, au-delà de 40 tonnes. On a quand même 1 ou 2 pelles de 20 tonnes qui pourraient rentrer dans ce cadre-là. Donc, on est en négociation, en discussion plutôt avec des gens comme Elite aussi, avec des constructeurs comme Volvo ou Caterpillar, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas fait de choix. On va voir ce que ça donne. Et puis, dans l'absolu, je pense qu'on fera le saut. Qu'est-ce qui conditionnera votre choix définitif? La praticité. Il faut quand même que... je dirais les draglines avec un fil à la patte, c'est pas un problème pour nous. Parce que ce n'est pas des machines qui bougent beaucoup. Je dirais que là, on a étudié le dossier à fond.
Là où on peut le faire, parce que ce qui est embêtant avec les draglines, c'est des machines isolées, et c'est plus nous qui sommes dans l'inquiétude, c'est plutôt l'exploitant de se faire voler les câbles, machin, etc. Donc le vrai problème technique d'une machine avec un fil, quand on parle des draglines, c'est son isolement. Pour les autres à batterie, il faut que la machine elle puisse faire quand même ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que le client il est bien d'accord, j'irais même la région qui nous épaule et discute avec nous là-dessus, il faut quand même qu'elle fasse le boulot. Hein, bon, donc il faut que techniquement ça fonctionne et puis qu'on puisse la recharger facilement. Et dans l'activité qu'on a, nous, on ne peut pas faire de biberonnage. C'est-à-dire que la machine elle ne peut pas travailler 2 heures, revenir... se remplir, repartir, voilà. Elle travaille intensive tout au long de la journée. Voilà. Donc, alors même si c'est pas 8 heures, il faut qu'elle nous assure entre 5 et 7 heures de travail. Jean-Marie, dans votre groupe, quels sont les principaux foyers d'émissions et quelles sont les mesures que vous avez mises en œuvre pour les abaisser? Au niveau de nos émissions, nous, dans notre entreprise, qu'on a plusieurs métiers, on a de l'industrie. Aujourd'hui, quasiment toutes nos industries sont sur une base électrique. Donc, on dirait, le mix électrique, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le gérons. C'est ce qui est capable de nous proposer globalement le réseau. Donc, je dirais on le suit. Après, c'est tout ce qui est des machines roulantes, transport et machines roulantes. Donc là, on va basculer tout de suite sur des machines dites thermiques. Donc aujourd'hui, sur le thermique, donc tout ce qui va être poids lourd, donc on profite de toutes les dernières évolutions et améliorations qui sont connues plutôt dans le moment du transport, qu'on l'intègre aussi dans les flottes de matériel de camions roulants aujourd'hui qui a moins de 3 ans, donc on profite vraiment des dernières avancées, et notamment sur le matériel TP. Sur tout ce qui est pas de matériel TP, on va vraiment chercher à optimiser sur les consommations. Donc, qui dit consommation, il y a plusieurs façons d'approcher la chose. On s'appuie mécaniquement sur tout ce que nous proposent les fabricants, les différentes hybridations que l'on peut trouver, qui sont capables de nous proposer pour vraiment baisser les consommations. Donc, que ce soit avec Komatsu, Caterpillar, donc ce sont essentiellement nos deux grands fournisseurs. Donc, en fonction des typologies de matériel et des typologies de travaux, on a vraiment des gains, des très très gros gains en termes d'économie d'énergie, donc mécaniquement de rejet carbone. Et surtout, l'aspect TP également, c'est qu'aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup avec du matériel en guidage 3D. On travaille beaucoup sur toute la panoplie complète, parce que si on arrive à travailler plus sur le même nombre d'heures mécaniquement à l'unité de production, on diminue aussi notre impact carbone. Donc en fait, on joue vraiment sur une notion de productivité, de coût carbone à l'heure. Et voilà, on a plusieurs volets, on a plusieurs manettes pour pouvoir vraiment. Parce que ce qui est important, c'est l'unité de production. Et si on est capable d'en faire plus et de consommer moins, bon, on va dire des gros bras de levier pour pouvoir réussir à baisser notre niveau de carbone à l'unité de production. Vous avez cité vos fournisseurs, en tout cas 2 de vos fournisseurs. Est-ce que le défi auquel vous êtes confronté vous incite à élargir ce panel? Alors, nous, on n'a pas l'habitude qu'on est assez fidèle aux marques avec lesquelles on travaille, parce que voilà, on a ces 2 marques globalement qui sont quand même bien référencées. On a fait d'autres essais avec d'autres marques. On a vu des choses qui fonctionnaient, donc, notamment Volvo. On a fait des essais sur des pelles qui ont vraiment baissé fortement leur consommation. Et on travaille vraiment sur la pure motorisation et peu de choses autour, mais bon, voilà, avec des très bons rendements. Nous, historiquement, Caterpillar et Komatsu sont vraiment les personnes, les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, nous, on met vraiment en avant tout aussi, parce que la consommation est une chose, mais l'efficience l'est tout aussi, parce que si c'est pour avoir, j'ai une bêtise, sur un site, 5 machines, et puis il faut tout le temps qu'on en ait une 6e ou une 7e qui soit de spare pour régler les problématiques, je ne crois pas que sur l'impact carbone au global, s'il faut avoir des machines en plus pour compenser le travail des autres, tout ça se mesure aussi. Donc, nous, aujourd'hui, on est plutôt sur un principe d'avoir le moins de machines possible avec une très bonne efficience. Qui dit efficience dit moins de machines de spare, moins de machines tournantes. Et donc, voilà. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est déjà d'avoir une efficience de machines qui soit. Et aujourd'hui, Caterpillar et Komatsu c'est des choses qui nous ont, on va dire, et avec le service qui va autour, c'est un ensemble qui nous a amené vers ce choix-là déjà depuis bon nombre d'années, pour ne pas dire des décennies. Et donc, du coup, on continue de travailler avec eux et on évolue à travers tout ce qu'ils sont capables de nous proposer.
un coup plus telle marque, un coup plus telle autre marque en fonction des avancées que l'une et l'autre sont capables de me proposer. David, vous avez mentionné donc l'activité industrielle du groupe Cheval. Vous avez notamment une usine d'enrobage qui a été l'une des premières à proposer en termes de combustible et de capacité de production des choses assez exceptionnelles. Expliquez-nous. Oui, alors c'est une centrale d'enrobé qu'on a installée depuis 2016, je crois. On avait déjà anticipé un petit peu à l'époque. En 2018, on s'est lancé dans le grand bain. On a dit c'est une centrale d'enrobé aujourd'hui qui tourne au gaz, comme beaucoup de centrales en France. Et on a décidé de vouloir la faire tourner avec du bois, mais du bois de recyclage. Donc c'est du bois qu'on collecte nous en interne, donc du bois propre, hein, du bois de classe A. Et de ce fait, on rentre une matière en déchets, on la revalorise et elle devient la matière première pour notre centrale d'enrobé. Donc c'est pas unique au monde, mais en tout cas en France, il y en a point qui tournaient. On a été un petit peu à la taille de notre entreprise. Hein, nous, c'était un investissement d'1 500 000 € à l'époque. Donc on a fait un petit peu les pseudo-ingénieurs, on s'est un petit peu cassé la tête pour trouver les broyeurs, pour mettre en place tout ça qui n'existait pas. Je ne vous cache pas qu'on a galéré quand même pendant 3-4 ans. Ça fonctionnait bien, mais ce n'était pas à 100%. Du coup, on a pris la décision l'année dernière de repartir à zéro. Donc on a arrêté le projet qu'on avait en cours. On en a un nouveau il y a encore 15 jours, j'étais en Autriche, là, à Vienne. Ils ont mis en place, il y a une centrale d'enrobé qui tourne. Notamment, pour vous donner un chiffre, la centrale d'enrobé que je suis allé voir à Vienne, elle consommait 800 000 litres de gasoil, parce qu'ils n'avaient pas le gaz, de GNR, 800 000 litres par an, et ils tournent 100% au bois. Donc là, clairement, si on veut baisser notre bilan carbone, avec ça, c'est pas du bois c'est pas de la déforestation, on va pas prendre du bois d'arbre, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment, on recycle en interne, on revalorise. Et pour l'instant, le projet, il est là, mais ça va aboutir. Enfin, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. La consommation que vous évoquez, c'est pour une production équivalente à la vôtre ? À peu près 150 000 tonnes d'enrobé, ouais, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous. Donc, potentiellement, là, vous avez la main sur un gros gain énergétique. Un gros gain énergétique. Voilà, dans un premier temps, ça ne sera pas un gain financier parce que ça coûte très cher. Nous, à l'échelle, on n'est pas nos limites, j'ai envie de dire, mais c'est un gros investissement pour l'entreprise. Et voilà, par contre, moi, j'y tiens, on fait toujours un petit peu, on est à une taille humaine, hein, on a une entreprise familiale quand même, aujourd'hui on est un petit peu plus de 1000 personnes, mais quand même, on a la direction nous laisse le pouvoir, j'ai envie de dire, d'investir. Des fois on investit, ça gagne, des fois ça gagne pas, mais on a la niaque, on lâche pas, et j'ai bon espoir qu'on va y arriver très rapidement. Pour le matériel roulant, c'est plus simple ? Pour le matériel roulant, oui, on a trouvé, alors la solution qu'on a mis en place en interne, c'était le gaz, hein, je disais tout à l'heure, le biogaz notamment. On a investi massivement depuis 3-4 ans aujourd'hui dans le biogaz, beaucoup de fourgons aussi, beaucoup de poids lourds. Et pour les matériels de chantier ? Voilà, les matériels de chantier, alors voilà, là on parle, c'est pour 2024, il n'y a pas vraiment de solution, et ça va être des solutions ponctuelles sur des matériels électriques qu'on va louer aujourd'hui, parce que à mon goût, ça reste encore un petit peu trop cher. Moi, pour vraiment le chantier aujourd'hui, sur lequel je travaille beaucoup, c'est sur le bon sens des utilisateurs, sur gérer les chantiers autrement, sur des logiciels qu'on n'a pas encore, qui vont sortir, on parle un petit peu d'intelligence artificielle, hein, pour optimiser les chantiers, pour optimiser les chargements des camions, que les camions ils ne tournent pas à vide, mettre les bonnes pelles au bon endroit, pas trop grosses, pas trop petites. Tout ça, ça se calcule via des logiciels. On est en train d'y bosser dessus. Et moi, pour 2024, ça sera, par la partie chantier, ça sera vraiment là où je vais passer le plus de temps et d'attention. Ça va être comment optimiser la rentabilité de nos chantiers. Et du coup, qui dit rentabiliser, dit diminution on ne gaspille pas, on diminuera le carbone inévitablement. Après, les moteurs, aujourd'hui, ils consomment quand même pas énormément. Donc, il suffit que, on parlait tout à l'heure 10% de gain, 10% d'économie, c'est largement faisable. Et ça va passer via la formation des utilisateurs. On rabâche, on explique, on leur apprend des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire peut-être. Hein. Les machines sont toutes équipées aujourd'hui des start and stop. Il faut l'utiliser. Il y a des modes éco sur les pelles. Il faut l'utiliser. Et c'est j'ai envie de dire, tous ces petits ruisseaux, on peut dire, qui font les grands fleuves. Ça va être des petites économies au quotidien qui vont arriver à nous faire sortir un petit peu la tête de l'eau, si j'ai envie de dire. Bien. Franck, le groupe met à disposition
une arme redoutable, Carbon Fighter. Expliquez-nous en quoi elle vous aide et en quoi elle contribue aussi à la mise en œuvre de votre politique achat. Alors oui, Carbon Fighter, c'est même au-delà de la politique achat, puisque c'est carrément, enfin c'est une émanation, une bonne idée de Colastray, de l'activité Colastray qui représente à peu près entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires. Et en fin de compte, c'était de prendre en fin de compte toute la chaîne. On entendait tout à l'heure l'importance des prescripteurs que sont nos clients. Et donc c'est comment on accompagne nos clients en leur proposant des solutions techniques qui peut-être à terme prendront ou pas. Et donc voilà, c'est de bien au fil de l'année faire plusieurs réunions avec eux pour quelque part les challenger, pour que eux-mêmes, s'ils trouvent que l'idée est bonne, nous challenger, qu'on aille challenger nos sous-traitants et nos fournisseurs. Donc c'est toute cette chaîne de valeur que l'on essaie de mettre à profit pour que lorsque un fournisseur justement nous amène une bonne idée, on puisse la proposer à notre client, mais tout ça dans un cadre de complète transparence. Et j'allais dire parfois, de plus en plus souvent, cela fonctionne. Et ça nous permet, nous, peut-être, d'avoir, j'allais dire, un peu plus de business avec les clients qui le désirent. Et donc voilà, on le voit aussi, ça peut être une source incroyable aussi d'activités futures. Et donc c'est pour cette raison que je trouve ce Carbon Fighter très intéressant. Mais ça ne peut se faire que évidemment avec l'envie de nos clients qui le souhaitent, de nos clients qui le souhaitent. Et c'est vrai que cette frange de clients qui le souhaitent est de plus en plus aussi nombreuse. Et c'est ça aussi l'enthousiasme qu'on a dans ce sujet de Carbon Fighter. Et donc après, je me permets de poursuivre. On a une couche en dessous qui s'appelle décarbonation, qui est la plus évidemment qui touche la fonction achat, où ce sujet est là plus dans la partie fournisseur, d'aller chercher, d'aller questionner de manière assez récurrente, fréquente, et ça sur des plans à 5-7 ans, avec nos fournisseurs, j'allais dire la bonne idée du futur que l'on va tester, parce qu'évidemment, qui dit test dit parfois échec, et ça nous arrive, évidemment. Et là, voilà, c'est cette, on va dire, cette transition, j'entendais sur le dernier plateau, vous parler de transition, c'est qu'on puisse la faire là, sur les 3, 4, 5 prochaines années, avec nos fournisseurs, évidemment, Carbon Fighter avec nos clients. Bien sûr, et ça veut dire co-concevoir, co-préparer le chantier, avec le donneur d'ordre, avec le fournisseur, l'entreprise au centre. C'est une nouvelle approche finalement de ce métier. Mais écoutez, enfin, moi je pense, depuis 2 ans, je pense que ça va être une évidence. Nos fournisseurs commencent à entendre ce discours de la part de Colas. Beaucoup moins de fournisseurs, beaucoup plus de partenaires. C'est-à-dire que oui, notre cercle, monsieur le disait tout à l'heure, il a des fournisseurs fidèles. Nous, je pense aussi, on a une certaine fidélité, mais aujourd'hui, on rebat fortement les cartes, justement à 3, 5, 7 ans, pour continuer dans cette fidélité, mais avec les fournisseurs qui vont vouloir aussi progresser avec nous sur ces sujets très importants de décarbonation. Voilà. Je parlais en introduction et d'ailleurs c'est intéressant ce tour de table parce que on a parlé d'HVO, on a parlé de gaz, moi je peux parler de biodiesel, c'est encore un troisième carburant, j'allais dire, pour nous. Voilà, donc peu importe en fin de compte les produits, chacun est à peu près convaincu que ça va fonctionner chez lui et c'est ça l'important. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces benchmarks, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je vois que les efforts sont là. On ne lâchera pas, monsieur disait également, et ça voilà quoi. On est parti sur le biodiesel par exemple sur la totalité de notre flotte de camions qui représente à peu près 2000 camions. Donc c'est pas rien. Donc voilà, et c'est ce type de décision qui je pense embarque les fournisseurs, on devient crédible et donc les partenaires voilà commencent à comprendre que ça a un vrai sens. Moins de fournisseurs, plus de partenaires, oui. La formule sonne bien. Qu'est-ce que vous mettez dans le partenariat? Alors, qu'est-ce que l'on met? Alors, selon les catégories d'achat, évidemment, cela diffère de manière assez globale. Si je veux être assez global sur la partie équipement, c'est par exemple la transparence des plans produits. C'est-à-dire que sur certaines gammes de produits, on souhaite avoir une transparence sur 3 à 5 ans avec nos fournisseurs pour que l'on anticipe les produits qui sortiraient, quitte à les tester avec eux, et une fois de plus, peut-être réussir du premier coup ou réussir au 2e, 3e, 4e coup. Voilà, donc je pense en amont. Clairement travailler en amont. Très en amont. Clairement travailler en amont. On sait tous qu'on va y aller. La preuve, on a déjà des bonnes initiatives qui circulent et qui sont appliquées. Je pense à l'électrification, par exemple. C'est sûr que le parc va s'électrifier dans toutes les activités. Et donc, cette électrification, il faut qu'on prenne les devants pour tester le maximum de machines
et bien sûr les gammes de machines avec nos fournisseurs peut-être demain préférés, qui pourront être les plus rentables de manière globale, pas qu'au niveau coût, mais aussi au niveau CO2. Ouais. Jean-Marie, avec les fournisseurs que vous avez mentionnés, est-ce que vous estimez être dans une relation de partenariat où ça reste des fournisseurs bien que inscrits dans la durée chez vous? Oui, c'est comment dire, ouais, c'est un ensemble. On se connaît depuis tous depuis longtemps, donc c'est vrai que toutes les nouveautés, tout ça et tout, on est vraiment mis en avant sur. On nous présente vraiment tous les dossiers là, donc ça nous permet vraiment d'essayer beaucoup de matériel, beaucoup de choses. On a un parc aussi qui commence à être conséquent hein, sur l'ensemble de nos structures. Donc, du coup, ça nous permet souvent toutes les nouveautés, on en essaye et si on voit que ça marche, on les duplique en fait. Parce qu'on a aujourd'hui cette surface de parc matériel qui nous permet vraiment de faire un essai une fois qu'on fait l'essai. Donc, je dirais, le fournisseur devient vite partenaire parce qu'il est là aussi pour rendre ses solutions. Mais si elles sont pertinentes, du coup, voilà, on fait vraiment évoluer les produits et les adapter avec nous. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est la relation humaine qu'on a établie avec eux déjà depuis maintenant. Hein, l'entreprise elle a une soixantaine d'années. Donc, les personnes qui viennent chez nous, c'est ce partenariat aussi. Et nous, il existe, je dirais, même depuis plus longtemps aujourd'hui qu'on peut le verbaliser aujourd'hui, quoi. Hein, c'est davantage vous qui les sollicitez ou eux qui tapent à la porte pour vous proposer des prototypes? Non, pardon. Ils savent qu'on est vraiment amateur de matériel. Moi, le premier, je suis un amoureux du matériel. Donc, du coup, ils nous permettent vraiment d'être dans l'échange des évolutions. Qu'est-ce qu'on va avoir à sortir, quoi que ce soit. Donc, on essaye vraiment d'être en amont pour trouver les bonnes solutions. Et dès que ça sort, ben, on essaie d'être les premiers ou en tout cas d'être dans le bon wagon pour faire les essais. Et avec Bergera, je sais qu'il y a notamment Caterpillar. Il y a des typologies de matériel qu'on voit sortir aujourd'hui et ils étaient venus me voir il y a 10-12 ans et aujourd'hui on voit les modèles sortir parce qu'ils disent voilà, qu'est-ce que vous auriez besoin quel numéro, quelle taille vous auriez besoin dans vos professions pour s'il y a des trous de gamme, c'est tout. Et il y a des choses que j'ai pu évoquer avec eux il y a 10-12 ans et de façon assez pertinente, vraiment avec la marque, avec les usines, hein, pas que le distributeur, pour le coup avec les usines. Et aujourd'hui, on les voit se décliner. Et donc, je dis, voilà, c'est que je ne vais pas être le seul à être demandeur de ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que au-delà de la relation commerciale qu'il y a, on est aussi vraiment en amont sur certains choix de matériel. Et voilà, et on se rend compte que ce que notre demande aujourd'hui s'ils sortent des numéros de machines, des tailles intermédiaires ou des choses qui nous correspondent à nous, c'est qu'il y a dû y avoir d'autres personnes et donc du coup, ils les font évoluer aussi en fonction de notre demande. Donc, là, on tend vraiment vers le partenariat, à mon avis, qu'on est rendu à ce stade, quoi. Bon. Alain, effectivement, plusieurs types d'énergie ont été mentionnés. Pour vous, y en a-t-il une qui est plus adaptée au contexte de travail de vos matériels? Aujourd'hui, c'est l'HVO. Donc, mais nous, l'HVO, on l'a décliné parce que on a fait un très fort travail de suivi, je dirais, satellitaire des matériels, avec les plateformes des constructeurs, il va de soi, mais aussi avec la start-up Ibou qui nous a accompagnés dès le départ pour arriver à nous faire une plateforme qui soit lisible pour qu'on puisse communiquer avec le client, puisque le client nous demande à intervalles réguliers pour des chantiers de lui fournir le bilan carbone de l'extraction, voilà, etc. Alors, autre énergie, à part celle qu'on vient de citer, nous on n'a pas de camion, donc on ne peut pas parler du B100. Le B100, d'ailleurs, il est interdit, il n'y a pas de constructeur de matériel de TP qui le valide. On a vu des essais, mais bon, c'est plus ou moins concluant. Donc l'HVO, c'est bon. Nous, on a la proximité de la Suisse qui nous aide aussi, parce que si vous voulez, les Suisses sont en avance sur nous, sur tout ce genre de trucs. Et après, je dirais dans un deuxième temps, il y a l'électricité. La région nous pousse sur l'hydrogène, mais c'est très compliqué, que ce soit en approvisionnement, je dirais même techniquement. On a, des relations avec une société anglaise qui s'appelle Ulemco, parce que quand dans une précédente vie professionnelle, j'avais fait des transformations pour l'Angleterre, avec des camions qui fonctionnaient 30% de diesel, 70% d'hydrogène.
Oui, on développe, on n'est pas fermé à rien. Maintenant, dans quel temps ça sera appliqué et comment on l'appliquera, c'est autre chose, hein, parce que les réservoirs et la pression qu'il y a dans les réservoirs et l'approvisionnement, parce que les stations d'approvisionnement d'hydrogène, même chez nous où la région pousse à mort, il y en a une à Chambéry, puis il y en a une à Albertville, et puis voilà, et c'est pour les voitures. Franck, vous avez mentionné Carbon Fighter qui provient de Colosse Rail. Oui. Est-ce que vous avez identifié dans d'autres filiales et dans d'autres métiers du groupe des initiatives que vous pourriez décliner à l'ensemble de votre direction achat? Mais, alors, si je continue sur la GVO à une échelle mondiale, mais là ce que l'on voit, c'est évidemment qu'on apprend en marchand, que ce soit Colas, nos fournisseurs, dans le sens où dès qu'on entame ce type d'initiative à une échelle, on va dire, au-delà de la France, au-delà des frontières, je pense que d'une manière globale, on est confronté à des sujets logistiques, des sujets de supply chain. Je vous prends un exemple, la Finlande par exemple, où on a signé un contrat de HVO l'an passé, où on voulait vraiment promouvoir cette énergie, et force est de constater, alors que en plus l'un des principaux fournisseurs mondiaux est finlandais, on a du mal avec eux à recevoir ce petit trésor qui s'appelle là-bas la HVO. Donc voilà, aux USA, Canada, on est à peu près sur ces mêmes profils, c'est comment aussi approvisionner derrière ces produits-là. Donc à aujourd'hui, on est plutôt mesuré, les bonnes idées, je pense qu'on les a, on va, je pense, nous un peu plus à aujourd'hui vers l'électrification, je pense, de notre parc, par rapport à ce qui a été dit voilà, sur d'autres sociétés. Voilà, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'on s'oriente et justement qu'on essaye d'harmoniser un peu le travail. Mais en tout cas, non, à aujourd'hui, toutes les pistes sont scrutées, mais voilà, avec beaucoup d'humilité à une échelle mondiale. David, le pilotage du parc de matériel de chantier, aujourd'hui, est-ce que vous avez pris des initiatives pour le faire évoluer? Oui, on le fait évoluer d'année en année, hein. On est, voilà, ça revient à la même idée. On est actif sur tout ce qui peut se faire, sur tout ce que. Après, sur les machines de TP, sur les petits engins, il n'y a pas de problème. Il y a des machines électriques, mais sur les machines de terrassement, très honnêtement, il faut se rendre à l'évidence, hein, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Et pourtant, j'ai envie de dire, on a le devoir aujourd'hui de faire quelque chose, de faire avancer, de réduire parce que la planète, si on le voit bien, on le voit tous les jours, on l'a vu cet été, c'est inévitable que ça sera pareil l'année prochaine. On se doit de faire quelque chose, on se doit d'être précurseur. Moi, j'ai un petit exemple que je dis souvent à mes gars. Je leur disais, c'est le cas de notre entreprise familiale, hein, les grands-parents ont dit qu'ils avaient creusé les fondations de l'entreprise. À l'époque, c'était dans les années 50, hein, 1949, le début de l'entreprise. Ils avaient creusé les fondations, ils avaient acheté du foncier, ils avaient ouvert des carrières, ils avaient tout mis en place pour que l'entreprise puisse pousser. Les enfants, ils ont monté l'entreprise, ils ont fait grandir tout ça pour en arriver aujourd'hui ce qui en est. Et bien aujourd'hui, notre génération à nous, on se doit de creuser de nouvelles fondations, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'on essaye un petit peu tout ce qui se fait, les fondations le plus larges possible, pour que ça soit l'électrique, que ça soit le biogaz, que ça soit... On se doit de tout essayer pour que nos enfants, dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, on ne sait pas ce qui va à l'électrique. Bien sûr qu'il y a de grandes chances que ça marche, mais on ne sait pas à grande échelle comment ça va évoluer. Et on se doit de faire ça parce que dans 10 ans, dans 15 ans, nos enfants, ils diront heureusement qu'ils ont pris ces voies, qu'ils ont été un petit peu précurseurs, j'ai envie de dire, de ce renouvellement de machines, parce qu'on doit travailler différemment, parce que ça ira pas très loin, sinon on voit la catastrophe est quand même pas très loin, hein. Jean-Marie, en termes de pilotage du parc, quels sont les outils sur lesquels vous vous appuyez et qu'est-ce que cela vous apporte? Personnellement, j'ai pas d'outils. Je m'appuie sur les outils qu'ont des constructeurs, parce qu'aujourd'hui, chaque constructeur a des outils. Donc, aujourd'hui, j'ai un raisonnement assez simple, hein. J'analyse quelques paramètres, parce que c'est vrai que quand on commence à regarder constructeur par constructeur, les analyses peuvent être très longues et très larges. Et voilà. Moi, mon objectif aujourd'hui, il est plutôt essayer de trouver quelques ratios, quelques rendements, quelques logiques, on va dire, assez simples par fabricant.
des efficiences de machine. Tout à l'heure, j'entendais parler comme quoi il y a différents modes sur une machine, mode éco, mode puissance. Voilà, il y a toute cette approche-là, en fait, qui est en fonction de métier par métier. On essaye vraiment avec le chauffeur, parce qu'aujourd'hui, globalement, moi, l'ensemble de mon personnel, j'ai très peu de turnover dans l'absolu, et donc ils connaissent bien leur matériel, donc ça nous permet vraiment de travailler avec par machine, chauffeur par chauffeur, de trouver les bons modes de travail pour être dans le pilotage, donc que ce soit humain et aussi matériel. Et en fait, tous ces retours d'expérience, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand on fait des essais, on analyse et on voit si on duplique ou pas les matériels. Donc aujourd'hui, je dirais une pelle de 20 tonnes, si ça marche bien, on est capable de le dupliquer à coup de 15 à 20 exemplaires si ça fait le travail, quoi, hein, tout simplement. D'accord. Franck, je vois que la fonction achat a évolué considérablement. On parle même maintenant un petit peu d'intelligence artificielle dans vos métiers. Est-ce que c'est une réalité? Et j'imagine que la direction matérielle vous abreuve de données. Comment vous faites le tri et comment ces nouveaux outils peuvent vous servir? Là, je suis peut-être un peu mal placé pour répondre parce qu'évidemment, mon collègue Eric Ploznek, directeur Matériel Monde, pourrait en parler bien mieux que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, il est parti depuis 2-3 ans sur ces sujets-là. J'entendais de la télématique, beaucoup d'informations remontées soit par nos propres outils ou par ceux de nos fournisseurs. Et d'ailleurs, ça fait un deuxième élément de réponse à ce que vous me demandiez tout à l'heure sur les partenariats. Je pense que cette data va être cruciale parce qu'une fois de plus, on est mondial, donc ce qui veut dire que plus on aura de data, plus on saura assez rapidement avec des retours d'expérience ce qui est le bon pour Colas d'une manière générale. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez siloté hein, dans les pays dans lesquels on vit. Et cette data, cette transversalité de la data va nous permettre de rayonner à une échelle mondiale et non plus pays par pays. Et ça aussi, ça va nous donner des renseignements très très intéressants. Alors je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle, mais en tout cas, c'est une maîtrise de plus en plus importante de la data. Voilà. D'accord. À propos de data, je vous propose de passer tout de suite au focus de la réunion de Chantier de France. On parle de données. Ça vous réjouit? Oui. Expliquez-nous en quoi Shermat s'inscrit dans cette réflexion globale. Il y a deux éléments qui m'ont marqué dans la table ronde et celle d'avant, c'est la donnée et le partenariat. Shermat construit une image numérique du matériel qui est par nature collaborative. C'est-à-dire une image numérique du matériel qui peut se transporter, qui peut se rendre visible, qui peut être active pour des partenaires de sociétés différentes. Et on a besoin de la donnée, et c'est pour ça qu'on va collecter les données qui sont essentielles pour le chantier, et on va partager le matériel. On a parlé tout à l'heure dans la décarbonation de Scope 3, on a aussi dit dans la première table ronde, quand un intervenant externe au chantier, externe à ceux qui ont déjà investi pour leur matériel en propre, ont besoin de données, comment on leur apporte cette donnée? Et c'est un élément de réponse sur lequel on travaille. D'accord, donc vous êtes au cœur des enjeux. Vous n'êtes pas le seul. Non. Vous avez des concurrents. En quoi la solution Shermat se distingue? Il y a un élément moi, qui m'a beaucoup aussi marqué dans la première table ronde. Il y a collecter la donnée. Je dirais ça devient presque courant. Ce qui est important surtout, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Comment on la rend visible, accessible sur le terrain, à différents niveaux dans l'entreprise, et comment cette donnée permet d'agir et de prendre des décisions sur le matériel. Un élément qu'on dit souvent, qui a un lien avec la décarbonation, notre enjeu, c'est d'augmenter le taux d'utilisation des matériels, c'est-à-dire le matériel le plus vertueux, c'est celui qu'on ne va pas utiliser parce qu'on a réussi à mieux travailler, à faire produire plus à sa flotte existante. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis et l'apport de la solution Shermat? L'engagement qu'on prend avec nos clients, elle est de dire on va gagner au moins une journée par an sur chaque matériel. On peut le dire différemment, on peut dire sur un parc de 100 matériels, on va gagner 5% de productivité sur 10% du parc. On est toujours dans les mêmes ordres de grandeur. C'est simple.
C'est relativement ambitieux, mais ça permet de focaliser les équipes sur des chiffrages très précis. Et ça, c'est ce que nous réalisons avec les clients. Et en l'occurrence, une journée gagnée sur une année, qu'est-ce qu'on peut mettre comme une somme à la fin? Eh bien, nos clients ont dit qu'une journée de production, c'est à peu près 500 € en moyenne. Hein, donc, sur un parc de 100 machines, 5% du parc 5% sur 10% du parc, ça fait 50 000 €. Voilà, ce qui est déjà une somme. Voilà, importante, qui peut être réinvestie dans d'autres matériels ou des formations ou des choses comme ça. D'accord. La digitalisation a souvent été perçue comme complexe, difficilement maniable et pas accessible à tout le monde dans cette chaîne du matériel. Est-ce que vous pouvez battre en brèche ces images? Aujourd'hui, je crois collecter la donnée, c'est simple. On l'a mentionné sur la première table ronde, tous les constructeurs ne proposent pas le même niveau de service. Aujourd'hui, on considère qu'aller chercher 4 données, la géolocalisation, les heures de fonctionnement, le ralenti, la consommation, c'est un peu un patrimoine de base qu'il est relativement facile d'aller chercher sur les matériels et de mettre en valeur. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une difficulté technique, et sortir les émissions de CO2 en temps réel, c'est une conséquence directe de la mesure de la consommation. Donc c'est simple. Voilà. Ce qui est le plus engageant, c'est comment on met en mouvement les différentes partenaires, parties prenantes autour du matériel dans la gestion d'un chantier pour avoir des niveaux plus globaux de bilan carbone d'un chantier, par exemple, où on aura plein de machines qui viennent d'entreprises différentes. La création de Shermat remonte aux prémices de cette arrivée de la digitalisation dans les métiers qui nous intéressent. Est-ce que vous avez vu l'évolution de la perception des professionnels par rapport à vos prestations? Alors la première évolution majeure, ça a été les constructeurs. Puisque quand on a démarré Shermat, on n'avait pas le droit d'aller lire les données sur les machines. Depuis 2019, il y a des outils standards qui permettent de le faire. Et il y a 2 composantes importantes aujourd'hui autour du jumeau numérique qui poussent un peu les professionnels à se digitaliser. C'est l'évolution de la directive machine qui va obliger les vendeurs de matériel à fournir les documents en numérique et la réglementation sur la mesure de CO2 qui va exiger de mesurer la consommation en temps réel. Et c'est par ce biais-là que les mentalités évoluent et que les dispositifs et les processus dans les entreprises évoluent. Vous avez évoqué les constructeurs, on est avec les exploitants, mais il y a également les distributeurs et les loueurs. À chaque niveau, la pertinence d'un système comme le vôtre se démontre. Un très bon exemple, les concessionnaires, on a dit on travaille avec des concessionnaires qui, quand ils livrent une machine physique, livrent le jumeau numérique qui va avec toute la documentation, et les fameux tutos dont on parlait à la première table ronde aussi, sur comment utiliser la machine, utiliser le système de QR code pour permettre aux chauffeurs d'utiliser la machine dans toutes ses ressources potentielles pour améliorer ou la production ou diminuer les ralentis et tous les dispositifs qui ont été prévus. Sur les loueurs, l'enjeu, c'est de fournir pendant le temps du chantier les données que le donneur d'ordre a besoin, notamment en matière d'émissions de CO2 et de données d'activité, pour les intégrer aux données globales du chantier. On avait évoqué ce matin une annonce, vous aviez une actualité à partager, quelle est-elle? Oui, on a beaucoup dit que l'essentiel c'est la donnée et la relation au constructeur. Il y a un constructeur avec lequel on travaille depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on leur montre ce que l'on fait. Ce constructeur c'est Hitachi, avec qui on est en train de finaliser un accord de partenariat pour nous permettre de former les concessionnaires, les clients au bon usage des services digitaux du constructeur et d'être aussi le relais des exploitants auprès du constructeur. Merci Jean-Luc. Alain, vous avez évoqué tout à l'heure la géolocalisation de votre parc. Vous allez plus loin dans la gestion de ce patrimoine? On va au maximum de ce qu'on peut aller. Je le disais l'autre jour,
Sur les machines de production, l'usure des dents, on la voit maintenant à la montée de la consommation. C'est plus le phénomène physique de regarder de la dent comment elle est faite. Dès que la consommation varie, on change les dents sur les pelles de production. C'est l'indicateur. Donc il y a tout un tas, de paramètres comme ça qu'on voit grâce à la télématique. Et nos chauffeurs, ils sont sensibilisés. Ils le voient directement. Ils n'ont pas besoin d'avoir le rapport qui vient derrière ou que nous passions. Aujourd'hui, c'est rentré. C'est aussi un phénomène. On a formé nos gens à utiliser la télématique au maximum de ses capacités. Et donc, on n'est plus du tout sur une approche empirique Non. où l'œil et le savoir-faire, l'expérience est toujours là à son utilité, mais on est dans une démarche maintenant beaucoup plus rationnelle. Y compris, je dirais, au niveau de la conduite ou de la façon de travailler, l'évolution des pentes. Nos machines à pneus, d'ailleurs, sont toutes équipées de capteurs TPMS pour qu'on remonte les pressions pneumatiques, etc. Tout ça, on s'est engouffré dans le train de la télématique. Au départ, c'est un peu raide. Mais une fois qu'on est dedans et puis qu'on s'en sert et que c'est facile et que ça devient facile d'accès, il faut dire aussi qu'on a des personnels qui sont plus ou moins jeunes, mais les jeunes, on pose pas la question se pose pas. Mais même les moins jeunes aujourd'hui, il se passe plus de l'interrogation et de l'informatique. Voilà. Jean-Marie, sur ces outils-là, est-ce que vous allez aller de l'avant dans les prochains mois? Aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour dans mon entreprise. On a mis des outils simples où voilà, un petit peu comme tout à chacun, la télématique, on s'en sert. On essaye d'avoir des ratios, un outil simple, on fonctionne mois par mois et de manière à vérifier que tout fonctionne. Pour le moment, ayant peu de marques, on va dire, c'est aussi plus simple de collecter les informations parce que quand on commence à avoir beaucoup de marques, des parcs matériels très variés. Il peut y avoir une certaine complexité, on va dire, à tout collecter et à réussir à remettre tout en phase. Bon, moi, aujourd'hui, globalement, toutes mes machines de production qui consomment le plus, on va dire, sont vraiment limitées sur 2 marques. Et donc, du coup, je dirais les comparaisons et l'analyse est beaucoup plus simple. En fait. Donc, voilà, c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas cherché à mettre en place un outil spécifique à ça. Ce qui veut dire qu'en 2024, vous restez sur votre périmètre habituel, sur la même typologie de matériel, avec les mêmes fournisseurs? Oui, on est resté là-dessus. Bon, on a engagé, là, depuis cet été, on a engagé, parce que nous, globalement, en politique de matériel roulant, par rapport à notre chiffre d'affaires consolidé, c'est de l'ordre de 15% à peu près tous les ans. Donc, ça nous fait quand même un bon roulement. Donc là, aujourd'hui, on change les matériels qui ont entre 5 et 6 ans. Et sur cette liste, là, je viens de valider une trentaine de machines à peu près. Et donc, qui vont vraiment des machines de 10 tonnes jusqu'à des machines de 80 tonnes. Et notamment plutôt sur du gros matériel. Hein. Cette année, on est vraiment orienté sur une logique de gros matériel. Et là, on se rend compte que tout le matériel à venir va, depuis 5 ans, baisser. On va baisser encore notre consommation. Des machines de remplacement entre 25 et 40% d'un matériel à l'autre en fonction. Très bien. Franck, vous l'avez évoqué, on est dans une période de transition. Il y a quand même quelques échéances avec des objectifs à atteindre. Vous êtes confiant dans la capacité et la contribution de la direction achat à être présent au rendez-vous? Écoutez, je vais peut-être paraphraser le patron de Shermat tout à l'heure, qui disait que le meilleur des équipements, c'est celui qu'on utilise au profit de celui qu'on n'utilise pas. Alors aux achats, on a une phrase aussi bien connue, le meilleur achat, c'est celui que l'on ne fait pas. Donc vous voyez, on est déjà bien en phase là-dessus. Et pour preuve, oui, on lance des initiatives, des innovations, comme le PPU, Pay-Per-Use, où justement, avec certains gros fabricants, on va utiliser leur machine uniquement par taux horaire sur l'utilisation qu'on va en faire. Et donc ça, c'est des vraies innovations. En plus, ça nous permet d'avoir des matériels assez neufs qui consomment moins. Donc voilà, et comme par hasard, ces bonnes initiatives, ça prend assez rapidement en France, aux USA, au Canada, nos grands pays. Et donc oui, bien sûr, je suis confiant parce que à aujourd'hui, le moins 30 en 2030, je ne pense pas que ça soit sur notre catégorie d'achat que sont les équipements où on aura peut-être le plus de problèmes. Donc oui, moi j'ai une grande confiance à ce que l'on arrive et à ce qu'on atteigne, voire que l'on dépasse largement ces
ces objectifs fixés. Le paiement à l'usage, ça peut être un levier pour mettre dans votre parc des matériels électriques qui aujourd'hui sont compliqués à acquérir. Clairement. Ça maintenant, plus on avance avec nos fournisseurs, plus il y a consensus pour dire, OK, à aujourd'hui, alors c'était encore plus le cas il y a 2 ans, les matériels électriques sont plus chers. Dans 3, 4, 5 ans, on se reverra, mais je pense que ça sera un ancien souci qui sera bien derrière nous. Il y a obligation pour ces constructeurs de nous proposer des machines quelque part à ISOCOUP. Et donc oui, on en est tous conscients, mais voilà, il faut qu'ils progressent aussi, il faut qu'ils industrialisent leurs usines sur ces grands matériels. Et oui, je pense qu'il y a bon espoir qu'on y arrive. Prenons date. Prenons date. Prenons date. En attendant, on va quand même prendre les questions des internautes. Elles sont relayées par Mathieu. Mathieu, y a-t-il des questions pour nous inviter ? Tout à fait, Jean-Noël. La première, c'est à propos de la compilation des données. Quel outil numérique utilisez-vous pour compiler et analyser les données des chantiers ? Alors nous, on a créé une plateforme avec Hibou qui collecte tous ces éléments chez tous les constructeurs et qui nous sort un tableau de bord lisible, simple et exploitable pour je dirais, la direction opérationnelle. David, pas d'outils Pas encore. On a commencé à regarder quand même. J'étais Oui. la semaine dernière avec Volvo qui arrive de Suède. Là, c'est notre concessionnaire local, c'est Payan. Ils nous amènent des solutions avec Volvo. Où je vois il y a Charmat aussi, pourquoi pas. Hibou, j'ai regardé aussi. Mais oui, on va analyser. C'est pour ça 2024, je vous dis, nous la transition, ça va être fait là-dessus. On va analyser tout ce qui se fait et il faut qu'on trouve le plus adéquat à notre métier, quoi. Jean-Marie, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Pas d'outils. Non, franchement, depuis un quart d'heure, je n'ai pas changé. Bon. Mathieu, une autre question. Alors, on a beaucoup parlé de la formation des opérateurs, mais plus largement pour l'ensemble de vos collaborateurs, quelles actions mettez-vous en place pour les former à ces enjeux environnementaux ? David. Alors, moi, je suis bien placé pour en parler parce que depuis le début d'année, depuis janvier, là, j'ai fait moi-même on a fait, nous, au groupe Cheval, on dit qu'on a fait la Cheval Academy. Donc, on fait des micro-formations qui ne durent pas très longtemps. Donc, j'y participe. J'en fais sur le coût du matériel, sur le coût de la casse aussi, et sur l'éco-conduite, tout ce qu'on peut mettre en place pour économiser. Je fais c'est des micro-formations qui durent. Des petits groupes. Ah, voilà, c'est des petits groupes de 20 personnes, pas plus. Absolument. Comme ça, je fais le matin au départ, à l'embauche. C'est moi qui me déplace dans nos différentes entités. Et ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. J'amène des chiffres que je vois tous les jours. Donc, ils écoutent parce que je suis vraiment au milieu de l'action tous les jours. C'est moi qui vois les factures, c'est moi qui vois ce que ça coûte. Donc, et ils sont à l'écoute et ils prennent conscience que, voilà, moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'il y ait une conscience collective des gens qui se disent, faut pas qu'on soit forcé de le faire. On le fait parce que c'est du bon sens et il faut qu'on le fasse pareil, qu'on le fasse à la maison, qu'on le fasse au travail. C'est pour la planète, quoi. De la pédagogie aussi chez vous. Pareil. Alors c'est ma belle-fille et mon fils qui sont en charge de ça, c'est-à-dire avec les éléments qui ressortent des tableaux de bord, ils sensibilisent notre personnel sur des réunions courtes, parce que l'attention pour ces gens-là, elle peut pas être... c'est pas des grandes formations, mais c'est régulier, c'est l'objet de quart d'heure sécurité en même temps, d'ailleurs on profite pour grouper tout ça, mais on le fait régulièrement et il faut, faut pas avoir peur de le répéter. Ouais. Une émission ne suffirait pas pour décliner toutes les actions que le groupe Colas entreprend dans ce domaine-là en particulier. Je pense qu'il faut être assez humble une fois de plus sur tous ces sujets. Enfin, moi j'en ai un en tête qui est en train d'être arrivé, c'est l'embarquement aussi de toute la population, pas que équipement, mais aussi exploitants, acheteurs, et via des tests que l'on peut faire sur certains chantiers pendant une semaine d'affilée, où on va tester énormément de choses, et en fin de compte, en embarquant l'ensemble de ces personnels sur des tests avec nos fournisseurs, j'allais dire, ça fait ça doit aboutir logiquement à des consensus sur les modes de fonctionnement, sur la façon de conduire, sur les machines, sur les résultats intrinsèques des machines avec nos fournisseurs. Et voilà, c'est de travailler ensemble en fin de compte. Et ça, je pense que c'est aussi notre avenir, de travailler tous ensemble et pas reclus dans nos silos propres que sont achats, exploitants, opérations, etc. Jean-Marie, avez-vous pris des initiatives dans ce domaine avec des objectifs fixés à vos collaborateurs ?
On est vraiment sur une logique nous, de formation continue. Dès qu'on reçoit les gens, on les forme vraiment sur le terrain. Moi, le premier, hein, j'ai cette culture du matériel et de la conduite. Hein. J'ai été amené depuis mon plus jeune âge à passer de machine en machine. Donc, du coup, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un travailler sur un site de production ou en terrassement ou une chargeuse ou une pelle en carrière, je suis en mesure de pouvoir y consacrer un petit peu de temps. Quand je vois un nouveau chauffeur, je vais m'arrêter 10 minutes, un quart d'heure dans le coin de la carrière à l'observer travailler. Voilà. Donc, c'est toute une éducation qu'il faut réussir à avoir. Et là, j'ai mon père encore qui est encore dans les murs, qui bouge aussi pas mal, qui circule pas mal, qui a cette même approche qui a cette même approche aussi. Et donc, du coup, voilà, on passe beaucoup de temps entre les chefs de carrière qui ont aussi tous aussi une vraie culture matérielle. Tout le monde est passé par vraiment le matériel. Donc, tous les jeunes qui arrivent peuvent vraiment s'appuyer sur une compétence déjà qui est en interne. Et nous, ça nous permet aussi de cadrer quoi que ce soit. Donc, voilà, au départ, hein, il y a une vraie connaissance. On commence par la sécurité, savoir travailler. Puis après, au fur et à mesure, on affine vers tout ce qui est consommation, optimisation de leur matériel. Tous les concessionnaires, nos concessionnaires, on a un partenariat sur le formation. Donc, du coup, dès qu'on a des nouveaux chauffeurs, quoi que ce soit, même si la machine n'est pas neuve, et ben, du coup, on a un démonstrateur qui vient régulièrement, site par site, pour faire la tournée, vérifier que les applications, on travaille bien. Voilà, il y a un vrai accompagnement, on va dire, sur l'ensemble de notre personnel sur le sujet. Très bien. Mathieu, une dernière question. Alors, avez-vous testé des matériels électriques et quels sont vos premiers retours sur ces engins? Alors, on parlait de Carbon Fighter, mais sans à nouveau rentrer dans les détails. Comme c'est vraiment une politique d'entreprise, la France a pris la décision sur à peu près 250 agences d'en figer à peu près une vingtaine sur lequel on va pouvoir tester des nouveaux matériels. Et dans ces nouveaux matériels, il y a évidemment les matériels électriques. Donc oui, je ne peux pas vous donner le nom, mais on peut comptabiliser déjà beaucoup de tests avec, moi, ce que je retiens en termes d'efficacité sur ces matériels électriques, c'est évidemment le triptyque avec des clients satisfaits, liés justement à tous les résidents, parce que qui dit matériel électrique dit matériel moins bruyant, aux achats peut-être une partie un peu moins satisfaite au niveau des coûts, mais on n'y revient pas. Mais alors, là où ça nous a vraiment surpris, et agréablement surpris, et maintenant c'est une évidence, c'est aussi au niveau de nos collaborateurs, nos chauffeurs. Et là, j'ai un test en tête qui a eu lieu il y a à peu près 6 mois maintenant, dans le nord de la France, avec un des grands constructeurs de camions, où on a testé un 20 tonnes, je crois, pendant 2 semaines. On est revenu avec beaucoup d'informations étonnantes parce que je ne m'attendais pas à voir par exemple des kilomètres moyens journaliers à peu près aux alentours des 300 km. Donc c'est déjà, on arrive déjà à des échéances, enfin à des autonomies assez intéressantes. Mais alors le plus étonnant, c'est justement cette réaction de nos collaborateurs qui presque ne voulaient plus remonter dans un matériel thermique. Donc voilà, ça fait partie des résultats positifs pour nous. Il n'y a pas uniquement cet aspect coût, mais voilà, il y a tout cet environnement. Alain, des tests bientôt avec notamment le filaire. Oui, on en a déjà fait, pas in situ, mais on a été faire des essais dans d'autres sites. Donc oui, aujourd'hui, de toute façon, les utilisateurs, ils sont toujours contents parce que ça fait moins de bruit, c'est machin, c'est plus souple, c'est tout ce qu'on veut. Donc oui, on continuera et on ira dans ce sens-là. D'accord. David, le petit équipement et les matériels compacts se prêtent bien à Ah oui, l'électrification. c'est clair et net. Hein, Est-ce que vous êtes volontaire pour... Nous, on a fait plusieurs essais. On en a à la location aujourd'hui dans les hyper-centres-villes. Il y a des commerces qui restent ouverts à côté des travaux, des mini-pelles ou des mini-chargeurs électriques qui font pas de bruit. Ils peuvent se parler entre eux, les collaborateurs. Le soir, il y a une fatigue qui est moindre hein, parce qu'il ne faut pas se voir la face quand on travaille comme ça. Et la souplesse aussi, ils nous disent tous qu'il y a une souplesse dans l'électrique. Mais ouais, moi ce que je retiens vraiment, c'est en ville, c'est que quand vous avez un chauffeur dans sa machine et puis un collaborateur qui est par terre, qui est dans la tranchée ou qui est en train de poser des bordures, il y a le bruit du moteur. Rien que pour la sécurité, déjà, il y a un plus qui est pas négligeable. Hein. Jean-Marie, j'imagine que vous avez déjà testé ces matériels électriques, hybrides également. Ouais, on a peu franchi le pas sur la partie électrique. Souvent pour des vrais problèmes d'autonomie et de recharge, parce ça reste des vraies contraintes.
Donc après, sur tout ce qui est plutôt l'hybridation, c'est vrai qu'on a beaucoup joué sur l'hybridation et on attend plutôt le pied ferme un petit peu les évolutions qu'il pourrait y avoir sur tout ce qui est hydrogène et tout, où je pense qu'on arrivera à satisfaire un petit peu, en tout cas, nos attentes, un petit peu plus que aujourd'hui, ce qu'on a, en tout cas, de ce qu'on a vu au niveau de l'électrique dans notre métier, dans les logiques plutôt terrassement et pour matériel. C'est quasiment absent, aussi peu qu'il y a. Voilà, on ne peut pas se balader dans une carrière avec un fil qui nous suit partout. Donc, du coup, nous, voilà, on croit beaucoup plus à. En tout cas, on espère vraiment une évolution vers des solutions hydrogène et tout pour réussir à pouvoir trouver des solutions plus de décarbonation. Donc il va falloir être patient. En attendant, on essaie d'optimiser au mieux avec ce qu'on a et de bien former et de bien utiliser nos matériels à bon escient. Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette réunion de Chantier de France. Je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous.